Bonjour à tous et direction les jeux. Vous commencez à en avoir l'habitude, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire qui nous conduira tout droit vers Paris 2024. Au programme de cet épisode, nous continuerons notre tour d'horizon des différents sports olympiques avec un focus aujourd'hui sur le cyclisme sur piste, le basket 3-3, le plongeon, la natation artistique et le tir à l'arc pour finir. À défaut d'invité cette semaine, je suis encore une fois très bien entouré puisque nous accueillons à nouveau Sébastien Jante. Salut Seb. Salut Victor, salut à tout le monde. Luca Le Sueur et Maxime Cazenave sont également présents. Salut les gars. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Victor. Salut Victor, salut tout le monde. Et Émilien Descampio rejoint l'équipe des intervenants pour ce quatrième numéro. Salut Émilien. Bonsoir à tous. Vous avez l'habitude de lire ces articles portant sur le cyclisme sur route sur Dico du Sport, mais c'est bien de cyclisme sur piste dont il est question aujourd'hui. Pour l'heure, nous ne connaissons qu'une partie de la sélection qui roulera sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines cet été. Avant de passer en revue les forces françaises, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur Mathilde Gros. Championne du monde de vitesse en individuel en 2022 à domicile. Elle a connu une année 2023 un petit peu plus compliquée malgré une victoire à Jakarta. Une saison marquée donc par une quatrième place au championnat d'Europe et une septième l'été dernier aux mondiaux. Depuis quelques mois, je dirais qu'elle semble enfin retrouver le niveau qui lui a permis de devenir championne du monde en s'imposant notamment au classement général de la Coupe des Nations, aussi bien sur la vitesse que sur le keirin. D'où la question que je voulais aborder avec vous. Je me demandais qu'est-ce que vous inspire cette trajectoire avec une année 2023 un petit peu en dedans. Est-ce que vous vous êtes un petit peu inquiété un an en arrière à 12-13 mois des Jeux ou pour vous c'était écrit que ça allait être comme ça après un titre en 2022? Alors, l'année 2022 a pas été seulement l'année du championnat du monde pour Mathilde Gros. C'est un énorme accomplissement pour elle. Le problème, c'est que donc elle a fait le championnat du monde à domicile avec une forte pression. Elle a prolongé cet état de forme en disputant la 1re édition de la Ligue des nations de cyclisme sur piste, dans laquelle elle a brillé puisqu'elle a remporté, le classement de la vitesse, des épreuves de vitesse sur ces compétitions. 5 compétitions avec de la vitesse du keirin et donc elle a énormément tiré sur la corde dans ces compétitions-là et ça en a résulté forcément une saison 2003 moins bonne, mais dans laquelle il y avait pas vraiment d'objectif majeur. Elle a perdu son titre mondial. Je pense que, une fois qu'elle avait remporté le titre mondial en 2022, l'objectif 2024 était évident pour elle et la saison 2023 qu'elle a fait, personnellement, me surprend pas vraiment, d'autant qu'on voit, qu'on a vu autour des 3 épreuves de la Coupe des Nations, la montée en puissance. Oui, clairement. Emilien, tu confirmes, j'imagine, ce constat? Exactement. Après, j'avais une petite inquiétude quand même parce que l'année dernière, c'était pas très ouf au niveau de ses résultats. Et là, c'est vrai que depuis quelques mois, enfin quelques semaines, ça sent déjà bien meilleur. À l'approche des Jeux Olympiques, c'est important surtout pour la confiance. On sait que mentalement, elle est un peu perfectible. Donc déjà, la confiance, c'est déjà un premier pas vers des Jeux Olympiques plus réussis. Après, il faut aussi compter sur l'entourage parce que ben, la pression olympique, c'est pas que les championnats du monde, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Après, c'est pas ses premiers JO, donc elle a déjà quand même baigné dans ce bain qui est particulier avec les Jeux Olympiques. Après, c'est à domicile et de toute façon, c'est une histoire d'entourage. Comment l'équipe de France de cyclisme sur piste, la dynamique, c'est aussi très important, la dynamique à la fois de sport, mais aussi la dynamique au sein de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Parce qu'on va parler de la vitesse chez les hommes avec l'équipe par équipe. Mais si on a une médaille auparavant, une surprise, ça peut lancer l'équipe et aussi enlever un peu de la pression sur les leaders de cette équipe. Ah, et c'est vrai que j'ai pas regardé le calendrier, je sais pas où se positionne la vitesse individuelle féminine par rapport aux autres épreuves. Mais tu parles de la confiance, tu parles de son entourage. Après, il faut garder aussi en tête qu'elle aura fort à faire pour espérer décrocher l'or à domicile. On pense notamment aux deux Allemandes ou à la Britannique Emma Finucane qui, à 21 ans, est déjà championne du monde. Laquelle vous paraît la plus redoutable entre les Allemandes Ins et Léa Sophie Friedrich ou alors Emma Finucane? Et où est-ce que vous placeriez Mathilde Gros par rapport à ces femmes? Intrinsèquement, elle peut les battre. Parce que Mathilde Gros, on en parlait souvent, physiquement, entre guillemets, c'est une bête, quoi.
Mais tout va se jouer aussi sur la tactique. On sait que les Allemandes sont fortes dans ce genre de domaine et essayer justement de la mettre dans des circonstances de course qui pourraient la mettre mal à l'aise. Et c'est là où j'en reviens à l'entourage. Il va falloir vraiment bien la préparer mentalement face aux Allemandes et à l'anglaise, à la britannique, pour pouvoir faire face à tout genre de situation, pour pas qu'elle soit perdue à un moment d'hésitation. Parce que même si c'est une bête, la moindre hésitation peut lui valoir une manche. Et on sait que ça peut se jouer justement à une manche, la médaille, voire la finale olympique. Après, mentalement, on se rappelle de l'édition 2022, de son regard de Lyon, justement, en demi, en finale, face aux Allemandes. Évidemment, les regards, ça va pas définir Il le faudrait que scénario Félicia de la course. Ballanger, s'occupe d'elle un peu, parce que je me souviens quand Ouais, j'étais petit, je la voyais à la télé. Il faudrait que Félicia Ballanger s'occupe un peu plus de Mathilde Gros, qu'elle lui redonne un peu ce regard, cette détermination qui, permet un petit peu de passer outre les petites difficultés de parce que les jeux olympiques, normalement, ça se passe jamais comme il faut. Il peut avoir une petite surprise dans un tour, une défaite, quelque chose comme ça. Il faut pas que ça embraye dans sa confiance. Il faut qu'elle reste focus vers la médaille d'or et cette détermination, il faut qu'elle l'ait dès la première, dès les qualifications, en fait. tout à fait. Bon, elle sera engagée donc sur la vitesse, individuelle, mais également sur le keirin. Elle est déjà double championne d'Europe, c'était il y a quelques années déjà. Mais c'est un petit peu plus difficile à l'échelon mondial. Je crois que son meilleur résultat, c'est quatrième, justement à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2022. Tu disais tout à l'heure qu'elle avait déjà disputé les Jeux Olympiques. Elle avait été classée 13e sur le keirin à Tokyo. Est-ce que tu la vois capable de performer sur cette discipline? Je pense qu'il faudra déjà bien gérer la dimension physique parce qu'on l'a déjà vu émoussé par le passé, sur le keirin justement. Est-ce que pour toi, c'est focus quasiment intégral sur la vitesse ou on peut la voir réussir quelque chose de beau également sur le keirin? Pour moi, le keirin doit être, alors, entre guillemets, si elle chope une médaille d'or, une médaille d'argent, pas une médaille de bronze, mais vraiment une finale olympique, et le keirin sera un bonus. Si elle a vraiment l'or, alors vraiment là, ça sera vraiment un bonus. Elle va y aller détendue. Il y aura pas de pression parce qu'elle aura récupéré la médaille d'or. Par contre, si elle passe à côté de la vitesse, ça peut mettre beaucoup de pression sur le keirin, qui est surtout une spécialité assez aléatoire. On peut avoir des mauvaises surprises. Il faut être bien placé au bon moment. Et j'ai peur. Et en plus, c'est vrai qu'elle n'a pas souvent réussi. Elle a fait des championnats d'Europe. Elle a réussi à Apeldoorn à chercher l'or et à Glasgow. C'est il y a un moment, c'est en 2019. Et je miserais moins sur elle pour le keirin. On parlera de l'autre française plutôt pour le keirin, notre championne du monde du 500 mètres. Oui, beh, justement, j'allais y venir puisque elle ne sera pas la seule carte des Bleus é étant donné que Marie-Divine Kwame a elle aussi été sélectionnée. Si les 2 femmes n'ont pas réussi à qualifier la vitesse par équipe et que le 500 mètres, justement, tu l'évoquais, la discipline de prédilection de Marie-Divine n'est pas au programme olympique, elle peut faire valoir des arguments néanmoins. Je me dis que la densité étant folle sur la vitesse, elle a peut-être plus de chances sur le keirin compte tenu, on en parlait, des aléas de la discipline, des scénarios imprévisibles. C'est ton avis ou pas? Ou tu la Et vois puis en peut-être plus, capable elle a déjà fait de un championnat performer du monde en en keirin, vitesse? donc elle n'arrive pas non plus en inconnu. Et surtout que voilà, elle a aucune pression sur la vitesse, donc franchement le keirin, elle a un gros talent et elle peut être vraiment une des bonnes surprises du keirin. Et chez les messieurs, on connaît la sélection, tu peux nous la rappeler? Il y a Sébastien Donc c'est Vigier, Ryan, Sébastien ouais, Vigier, Ryan Elal et Florian Grengbo, tout à fait. J Et c'est Melvin Landerneau qui sera remplaçant, il me semble. remplaçant, c'est ça. Mmh. Ouais. A priori, il sera quasi impossible, pour eux de peser sur la vitesse. Ah On oui, voit bah, enfin, la vitesse individuelle, ouais, compliqué, ça oui. va être difficile. Comme Marie-Divine Kwame, on peut penser que les chances, elles seront plus grandes sur le keirin. Hem, je pense notamment à Sébastien Vigier. Est-ce que là aussi, tu le crois capable déjà d'accrocher la finale, voire mieux? Déjà oui, la finale, après il faut qu'il arrive en finale. C'est ça. C'est les 12 travaux
d'Hercule, entre guillemets, le Keirin, il faut passer entre les chutes, les erreurs tactiques, c'est-à-dire pas sentir le bon truc au bon moment. Après, en finale, tout peut se jouer. Qu'il arrive en Et finale, en fait. Après, personnellement, je pense qu'en finale, intrinsèquement, il peut avoir sa carte. Alors, peut-être difficile d'avoir la médaille d'or, mais après, comme on dit, le Keirin, c'est trop une course qui peut être aléatoire et il peut être une agréable surprise, comme on parlait de Marie-Libine Kwame chez et les un femmes. mot peut-être sur la vitesse par équipe. On sait qu'en général, c'est une valeur presque sûre de médaille, alors très très rarement d'or, et très souvent de bronze. Euh, Est-ce que le collectif, les trois hommes qui se présenteront au Vélodrome de Saint-Quentin peuvent là encore rivaliser avec notamment les Néerlandais, mais pas que? Bon, les Néerlandais sont archi favoris et ils peuvent, grâce à l'engouement du public, aller pourquoi pas chercher une médaille d'argent. Et je le placerais plutôt genre à 80 médaille de bronze et genre 20 médaille d'argent. Parce qu'il peut avoir ce côté positif et quand je reparle de la dynamique, ça peut être, heu, ça peut être eux qui peuvent lancer la dynamique positivement avec une médaille d'argent. Clairement la médaille d'or, à part, chute, que je ne souhaite pas aux Néerlandais, il faut être fair-play quand même, c'est très difficile d'aller chercher. Ils ont tellement une marge incroyable que Et c'est un peu chute comme les ou Allemandes, dans la vitesse chez les niveau de dames. match. Elles ont fait le record du monde au dernier championnat du monde. Là, je sais pas, il y a quand même, une sélection très homogène. Nous, c'est la force de nos Français, c'est qu'ils sont homogènes et que, bah, il faut que ça se déroule bien sûr, un bon lanceur, derrière le deuxième et le troisième relais. Mais, c'est l'homogénéité qui peut aller leur faire chercher la médaille d'argent. Parce qu'il faut vraiment bien travailler, c'est comme un relais. On peut ne pas être un petit peu en dessous sur chaque homme, c'est nos 3 hommes, mais il suffit d'une machine bien huilée comme dans le relais en athlétisme et pourquoi pas aller chercher l'argent, mais l'or, j'y crois pas, hein. En tout, en tout cas, oui, non. Effectivement, je pensais plutôt à l'argent qui serait déjà une très très belle opération. On espère, comme tu le dis, que la machine elle sera bien huilée pour créer une dynamique positive. Je pense que les chances françaises elles sont peut-être plus solides. Et encore non, parce qu'on a parlé de Mathilde Gros, mais j'allais venir sur l'endurance. Au moment où on enregistre, la sélection, elle n'est pas officielle, elle n'a pas été officialisée, donc on est sur des peut-être. La force des hommes, selon moi, c'est que le collectif, il est resté assez stable, pour ne pas dire très stable, depuis cette date-là. Et ils sont en plus vice-champions du monde en 2021. C'est ça, ça jouait sur la dynamique et sur, ben, l'homogénéité, la connaissance d'une équipe. Pareil, on parlait de la vitesse, ils se connaissent aussi très bien. Donc, il y a possibilité là aussi d'aller chercher une médaille d'argent et après eux, peut-être vu qu'ils ont un peu plus, on va dire, à aller chercher, pourquoi pas la médaille d'or? On revient à ces fameux pourcentages et la médaille d'or, il peut avoir une petite chance. On ne sait jamais sur ce genre d'événement. Il va falloir une équipe sacrément forte et chez les femmes, je pense que depuis quelques saisons, vraiment, il y a un bon travail au niveau au niveau de l'équipe de France chez les filles. Ben, on le voit un petit peu sur la route, mais aussi sur la piste, où on sent qu'ils commencent à avoir une dynamique positive et ces jeux olympiques peuvent arriver à temps pour permettre à certaines filles de vraiment, sortir de leur boîte, comme les poursuiteuses. On peut toutefois penser que, je pense que tu acquiesceras, que les plus belles cartes, elles seront du côté de l'Omnium et de l'américaine. Pour ma Ah part, oui, moi, bah je oui, pense alors que ouais, on est bien d'accord, hein. Le podium est possible sur les 2 américaines, tandis que Benjamin Thomas a fait de l'Omnium un objectif majeur cette année. Lui qui court aussi sur route, il le déclarait d'ailleurs en interview à Dico du Sport il y a quelques mois. Pour l'américaine, j'imagine qu'il devrait être aligné avec Thomas Bouda, à moins que Donovan Grondin ne soit également sélectionné. Là encore, il faudra voir. J'ai tendance à être assez optimiste et me dire que c'est son année, à minima pour le podium, comme il l'a prouvé sur route au c'est Giro. lui le leader, hein, du duo, hein. Oui, oui, bien sûr, ouais, 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 c'est clair. Puis c'est un pilier, un maillon essentiel en équipe de France, hein. Mais aussi bien sur l'américaine que sur l'Omnium. Moi, je pense vraiment qu'il peut faire quelque chose. Moi, j'aurais un petit coup de cœur pour Donovan Grondin, parce que, en suivant bien sûr souvent la route, on voit qu'il a fini le Tour d'Italie. Est-ce qu'il va enfin passer ce petit cap physique pour permettre, entre guillemets, ben, que Benjamin Thomas, en fait, ait un équipier à sa mesure? Parce que si vraiment les deux sont en mode crack,
vraiment, l'équipe de France peut être impressionnante, vraiment, parce Mais que tu- on voit Benjamin Thomas, les performances qu'il fait sur piste, on a il vole, il est vraiment incroyable. Il faudrait que son équipier soit, je dis pas aussi fort, mais à peine un peu plus fort et on peut avoir une équipe de France de rêve, hein. et toi, tu penses que ça va être Donovan Grondin et pas Thomas Bouda? Je pré je Parce que, moi, je le vois sur route, Bouddha, il a été un peu dans le dur. Par contre, Donovan Grondin, en fait, je trouve qu'il a une marge de progression. Alors, on n'a pas trouvé trop sur la route et là, il a fini un Tour d'Italie, il a fait quelques petits trucs et est-ce qu'il va passer ce petit cap physique? Parce que, ben, malheureusement, sur ce genre de compétition, il y a aussi je le trouvais des fois un peu en fin de course, mais vraiment en fin de course, hein. Il faudrait qu'il soit moins en fin de course, quoi, qu'il soit, parce qu'on sait jamais, hein, il suffit si jamais, je ne souhaite pas Benjamin Thomas soit un peu moins fort, ben, la médaille peut leur échapper parce que, ben, le duo est un p je trouve personnellement, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont me contredire, mais je trouve qu'il est un petit peu déséquilibré. Oui, beh, après moi, là où j'ai un petit peu peur, c'est, au niveau de Donovan Grondin. Je connais pas exactement les modalités de sélection et le nombre de sélectionnés dans chaque, délégation, le nombre d'hommes maximum qu'on peut emmener. Mais est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit quelqu'un qui ait participé à la poursuite? On sait que le CIO est assez strict sur les limites d'athlètes à ne pas dépasser. Je me rappelle, je crois que c'était à Londres en 2012 où, on avait même eu un imbroglio assez fou où on avait un pistard qui avait dû concourir sur route parce qu'on était sur un système assez déconnecté de la réalité. Euh, mais s'il faut forcément prendre quelqu'un du collectif de la poursuite par équipe, est-ce que Donovan Grondin là pourra être sélectionné? Je sais pas. Tu le verrais, Sincèrement, ouais. ouais. Non, s'il Peut-être, faut un poursuiteur, non, là, ça crame sa chance. je me trompe peut-être, hein, mais ça vaudrait le coup de vérifier en tout cas. Si on dit un mot sur les femmes également, sur l'Omnium, la logique serait plutôt pour toi d'aligner Valentine Fortin ou Clara Copponi? Moi, je suis 50-50, alors, là, je laisserai plutôt confiance au sélectionneur national pour ça. Après, il faut voir en interne avec l'état de forme qui va arriver, ça va arriver assez vite, mais voir avec l'état de forme, la motivation, ce qui va se passer aussi aux entraînements, parce que c'est il y a aussi un feeling. Là, au niveau des filles, heu, comme je le disais un peu au début, il y a clairement une dynamique et il faut vraiment sentir, en fait, la fille qui va être dans la bonne dynamique pour l'aligner, en fait. Ouais, on suivra ça. C'est vrai que il faut voir aussi le classement mondial si les deux sont éligibles à cette place sur l'Omnium ou non. Peut-être qu'on peut déjà avoir la réponse. Est-ce que pour finir, l'un de vous souhaiterait rajouter quelque chose sur la piste? Peut-être Seb? Non, je pense que Emilie a bien couvert le sujet. Pour finir sur Mathilde Gros, la vitesse par équipe n'est pas sélectionnée. C'est dommageable, mais c'est peut-être une chance pour elle d'avoir 2 ou 3 runs de moins sur la compétition et garder un peu de fraîcheur pour la vitesse équerine. Un mal pour un bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Pour suivre les épreuves sur piste, il faudra attendre toutefois la deuxième semaine des Jeux Olympiques, au contraire du basket 3-3, donc qui débutera la première semaine avec des finales prévues le lundi 5 août. Les épreuves se dérouleront place de la Concorde avec d'autres sports et mettront en prise 8 équipes dans un mini-championnat, avec les deux premiers directement qualifiés pour les demi-finales et les 4 suivants qui s'affronteront en quart de finale. C'est un petit peu différent que lors des tournois de qualification. Lucas, je te laisse rappeler les principales règles pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre ce sport. Ouais, ouais, donc pour rappeler rapidement les règles, le basket 3-3, ça se joue sur un demi-terrain, donc avec 2 équipes de 3 joueurs, logiquement. Il y a donc un seul panier, les 2 équipes attaquent, et défendent sur le même. Comme au basket classique, on peut marquer, de l'intérieur de la zone et aussi de l'extérieur. Donc quand on marque à l'intérieur, ça rapporte 1 point et en dehors de la zone, c'est 2 points. Pour s'imposer, il y a 2 façons: marquer 21 points ou bien être devant au score, à la fin du match, donc c'est 10 minutes de jeu. Voilà. Pour les règles, rapidement, c'est plutôt simple à comprendre le basket 3-3. Et c'est aussi ça qui a provoqué son intégration dans le programme olympique. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que le basket à 5. Et en tout cas, merci à toi.
Pour information, la France a qualifié son équipe féminine en tant que pays hôte. Alors c'était l'équipe la mieux classée entre les hommes et les femmes qui pouvaient bénéficier de ce quota pays hôte. Donc c'est les femmes qui l'ont obtenu. Tandis que les hommes ont dû batailler lors de 2 TQO, le premier au Japon et le second en Hongrie, il y a peu de temps d'ailleurs. C'était de mémoire à la fin du mois de mai. Maxime, qu'est-ce que t'a inspiré justement ce parcours assez chahuté pour les hommes? C'est vrai que ça a été vraiment très, très compliqué vu que du coup, bah, comme tu disais, il y avait déjà eu le premier tournoi au Japon où, du coup, on s'est fait éliminer et il a donc fallu ensuite faire ce passage en Hongrie pour valider la place. Et donc également en Hongrie, malgré les changements de joueurs qui ont été effectués, ça a également été très délicat avec un dernier match vraiment au couteau qui s'est joué dans les tout derniers instants pour vraiment arracher le billet. Je crois que le terme est pas exagéré. Et du coup, bah, il y a encore vraiment pas mal d'incertitudes autour de cette équipe-là, vu que en dehors de Franck Seguela, qui est le numéro 1 incontournable de l'équipe et qui sera forcément là, il y a pas mal d'incertitudes, concernant le quatuor qui sera emmené à Paris. Et justement, donc à Paris, les Bleus ne seront pas favoris du tournoi parce qu'on aura des équipes comme les États-Unis évidemment, la Serbie, la Chine ou même les Pays-Bas d'ailleurs, qui ont fait une forte impression au Japon. Est-ce que Maxime ou même Lucas, vous les voyez malgré tout capables, les Bleus, d'hausser leur niveau de jeu et éventuellement de surprendre de grosses équipes? On part de loin hein, parce qu'on a bataillé contre des nations contre lesquelles on était censé être un peu supérieur, mais la question vaut le coup d'être posée quand même. Alors personnellement, j'ai du mal à croire à la capacité de cette équipe à aller chercher une médaille. Après, voilà, le format du tournoi fait que, il suffit de faire un ou 2 exploits pour pourquoi pas se retrouver, en position d'aller gratter une médaille. Mais, voilà, la concurrence est vraiment exceptionnelle avec forcément la Serbie, qui s'apparente, à l'épouvantail, mais également les Pays-Bas qui ont 3 joueurs dans le top 20, les États-Unis, la Chine, même des équipes comme la Lettonie aussi, la Lituanie. Ça fait vraiment beaucoup de concurrence et on a trop peu de certitudes, je pense, pour s'avancer en ayant des ambitions de podium. Après, voilà, on sait jamais et avec l'appui du public, pourquoi pas, tout reste possible. C'est Moi, vrai qu'après, 2 secondes, enfin vas-y Lucas, mais je voulais simplement dire que le format, finalement, si on est dans les 6 premiers sur 8, on est directement qualifié en quart de finale. Après, sur un match, on se retrouve directement sur les matchs à médailles, donc pourquoi pas. Je te laisse la parole, Lucas, désolé. ouais, non, pas de souci. J'allais dire comme toi aussi que le format pouvait faire en sorte qu'on puisse jouer la médaille, un peu à cause du format, mais aussi je voulais dire que le TQO quand même mentalement ça a dû leur faire, du bien. Franchement mentalement ils ont été forts parce que les 2 matchs franchement c'était pas gagné, surtout, contre l'Allemagne, c'était vraiment, vraiment mal parti. Je pense que ça peut leur servir. Après comme Maxime le disait, ce sera pas forcément, les mêmes, joueurs. Mais honnêtement, il va falloir se servir de ça et de ce qu'ils ont su faire, en toute fin de jeu pour se qualifier. Franchement, ça peut les aider. Ouais, tu fais bien de parler des scénarios de ces TQO, enfin du deuxième TQO surtout. Moi, ça me fait un petit peu penser, alors je sais pas si on peut les comparer vraiment, mais à la demi-finale française au dernier mondial de handball. Euh, c'est vrai que ça a dû leur donner un sacré coup de boost pour le match qualificatif, et puis on peut espérer que ça crée une dynamique positive. Et effectivement, bon, bah, ça restera compliqué parce que les Français ne seront pas favoris. Au contraire de l'équipe de France féminine qui se présentera elle avec des ambitions importantes. Battue par la Chine pour le bronze lors des Jeux à Tokyo, l'équipe de France féminine a tout axé pour le coup sur Paris 2024. Et pour cause, les vice-championnes du monde en 2023, donc je rappelle leurs noms, Hortense Limousin, Myriam Djekundadé, Laetitia Guapo, qui d'ailleurs est candidate pour être porte-drapeau, je crois, Marie-Ève Paget, et puis également les autres femmes du groupe, donc Jodie Corneli, Marie Manet, Marie-Michel Milapied et Anna Ngo Djok, ont toutes disputé la saison en 3-3, délaissant complètement le basket à 5. Donc ça montre vraiment qu'il y a un objectif derrière, il y a les moyens qui ont été mis à disposition du groupe dans la poursuite justement de cette quête d'or olympique.
De fait, le fait d'avoir complètement abandonné le basket à 5 pour cette année olympique, ça fait qu'on a les 4 premières femmes citées qui figurent dans le top 25 mondial, tandis que le collectif, l'équipe est classée troisième derrière le Canada, qui, bon, alors c'est difficile de faire mieux que le Canada, puisque le Canada a 3 filles dans le top 3 individuel, dont les sœurs jumelles Catherine et Michelle Plouffe, et puis la Chine qui est deuxième de mémoire. On fera les comptes à la fin, mais où est-ce que vous situeriez justement ce collectif français par rapport aux autres grandes nations? Est-ce qu'on peut rivaliser avec une équipe canadienne, par exemple? Ah, c'est clairement possible, en tout cas. Là, cette équipe a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir aller, chercher l'or, du coup, vu qu'il y a le vécu collectif, donc comme tu le disais, depuis les Jeux olympiques, avec, bah, surtout en priorité Laetitia Guapo et Marie-Ève Paget, qui sont vraiment les, 2 cadres historiques indéboulonnables, auxquels se sont greffés Myriam Djekhoundadé et Hortense Limousin depuis. Et bah, ce collectif, du coup, a eu une année entière pour se préparer en délaissant totalement le 5-5. Donc ça fait qu'il y a vraiment une cohérence, une coordination entre ces joueuses qui est exceptionnelle. Et bah, on l'a encore vu récemment, à la deuxième étape française des Women's Series, pardon, la première étape française des Women's Series qui était à Marseille il y a quelques jours, où malgré la blessure de Cornélie dès les premières minutes du premier match, les 3 filles restantes sont parvenues à aller chercher la victoire à 3 sans remplaçante. Donc même si la concurrence va être rude avec la Chine, le Canada, mais aussi les États-Unis, avec notamment Cameron Brink, qui avait été drafté derrière le phénomène Caitlin Clark, en WNBA, la bataille va être extrêmement resserrée, mais il y a la possibilité d'aller jusqu'au bout. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera l'objectif de ce groupe. Justement, pour terminer, tu parles des autres équipes qui seront en tête d'affiche. J'aimerais qu'on se livre un petit peu au jeu des pronostics et vous demander votre podium chez les hommes et chez les femmes. Alors peut-être plus chez les femmes. Qui est-ce que vous mettriez en première position, en deuxième position et en troisième position? Je vous écoute. Alors moi, du coup, en faisant preuve un peu de chauvinisme, bien sûr, la France en tête, mais du coup, avec les raisons expliquées précédemment, il y a de réelles chances d'y croire. Et ensuite, je verrais bien le Canada, du coup, qui a un collectif très solide en deuxième position, et les États-Unis en 3. Moi, je voulais pas trop leur porter la poisse. Du coup, j'ai mis le Canada premier, la France deuxième et la Chine en troisième position. Oui, non, la France en 1, ça me semble quand même, un objectif réaliste. Je mettrais bien le Canada en 2 aussi, la Chine en troisième position, ça me semble quand même, aussi assez sûr pour avoir vu, jouer plusieurs fois l'équipe. C'est quand même relativement solide et il ne faudra pas penser que c'est uniquement le Canada, qui est le grand rival. Vous voyez donc la France jouer les premiers rôles chez les femmes. Qu'en sera-t-il en revanche du plongeon? On peut éventuellement être optimiste pour le duo Alexis Gendard-Jules Bouillet en tremplin synchronisé à 3 mètres, mais on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué, encore plus pour les autres Français engagés. C'est le moment néanmoins de nous concentrer sur ce sport et de passer en revue les différents bleus qui seront au rendez-vous à la piscine olympique, au centre aquatique plutôt. Lucas, je te laisse la main pour nous détailler la sélection. Alors, pour la sélection en plongeon, on va retrouver en individuel Jules Bouillet et Gwen Dalbiche, qui se sont qualifiés grâce à leur qualification en finale des mondiaux de Doha. Et ensuite, en équipe, on retrouvera Naïs Gillet et Juliette Landy sur le tremplin à 3 mètres synchronisé. Émilie Halifax et Jade Gillet sur le haut vol à 10 mètres. Ensuite, donc tu en as parlé, Jules Bouillet et Alexis Gendard sur le 3 mètres synchronisé. Et Gary Hunt et Loïs Simak, pardon pour la prononciation, en haut vol 10 mètres synchronisé également. Et donc, hormis Alexis Gendard et Jules Bouillet, si parmi tous ces plongeurs et plongeuses, tu devais en citer un ou une capable de se révéler, alors sans pour autant parler de médaille hein, ou de podium, tu miserais sur lequel ou sur laquelle? Alors, honnêtement, c'est compliqué. Je pense quand même à Jules Bouillet en individuel, qui a fait quand même 5e aux mondiaux. Euh, je pense que c'est la plus belle carte. Après, j'aurais bien envie de dire quand même Gwen Dalbiche, parce qu'il avait sorti pareil des beaux mondiaux.
Et Jules Bouillet et Alexis Gendard, ces derniers temps, ont été beaucoup, en vue, donc peut-être un peu plus de pression. Gwen Dalglish a été un peu plus, oublié. Ça peut peut-être jouer, mentalement, mais je pense quand même que la plus belle carte, c'est sur Jules Bouillet en individuel, selon moi. Et alors, tu as évoqué le cas des mondiaux qui se sont déroulés il y a quelques mois. On a eu aussi deux épreuves, deux étapes de Coupe du Monde. Alexis Gendard a fait sixième de la finale sur l'étape de Berlin à 3 mètres et quatrième en synchro avec Gwendal Beach que tu évoquais juste avant. Outre ces deux finales, seul Naïs Gillet est entré en finale cette saison, 12e à Berlin. Mais alors faut quand même nuancer parce que les Français n'étaient pas présents, il me semble, à Montréal. Euh, donc c'est vrai que les chances risquent d'être assez limitées. Un petit mot peut-être sur le format. Est-ce que tu peux nous rappeler les bases de ce sport aux Jeux Olympiques? Ouais, donc sur les épreuves individuelles, je l'ai dit, il y a le 3 mètres, hommes et femmes, où la prise d'élan, elle se fait sur un tremplin pardon, souple qui permet de rebondir. Sur le oval à 10 mètres, c'est une plateforme fixe. Et donc par équipe, on retrouve pareil, le 3 mètres mais synchronisé et le 10 mètres synchronisé. Et pour le jugement des sauts, les juges, ils notent sur les mouvements, heu, la complexité, la fluidité. Par exemple, ils vont regarder aussi les pieds, bien serrés en l'air et ce qui est important, c'est l'entrée dans l'eau. Globalement, moins il y a d'éclaboussures, plus la note sera belle, qu'on rentre bien droit dans l'eau. Donc ouais, il y a une note de difficulté qui est définie en fonction des mouvements, des nombres de vrilles et ou de saltos et puis la note d'exécution. Et par équipe, bien sûr, on va regarder la coordination, des plongeurs et donc le jury, composé de 7 juges en général, chacun donne une note, on enlève la meilleure note et la moins bonne et puis après on fait la moyenne de toutes les notes. Il y a quand même un grand nombre de variables à prendre en considération. Face aux Français, des plongeuses et des plongeurs très en forme tels que Yiwen Chen, la chinoise, qui vient de remporter 2 Coupes du Monde euh, à- en ce début d'année 2024. Moi, j'ai relevé une stat en préparant ce numéro, c'est que à Montréal, sur l'étape de Montréal, les Chinois ont réalisé le Grand Chelem, 9 médailles d'or en 9 épreuves. C'est assez sensationnel. À Berlin, sur la deuxième étape, c'était 4 médailles d'or en 9 épreuves, donc c'est déjà quand même excellent, hein. Est-ce que vous voyez donc une nation capable de rivaliser avec la Chine ou est-ce qu'on se dirige tout droit vers une razzia? Un mot là-dessus peut-être, Lucas? Ouais, globalement, la Chine, je vois pas comment on pourrait venir les peu importe quel pays, je vois pas comment ils pourraient venir les déranger. Je pense qu'à la limite, les plus proches, peut-être la Grande-Bretagne, qui sont souvent, en seconde position au tableau des médailles, que ce soit aux mondiaux, par exemple, en 2024 ou aux derniers jeux. Mais bon, les Chinois, clairement, en plongeon, c'est du grand art. Je pense qu'il y a rien qui se fait de mieux et on n'est pas prêt de les voir se faire, dépasser pour l'instant en plongeon. Alors, on y voit plus clair en tout cas. On espère la France capable malgré tout de bien figurer malgré l'adversité folle annoncée à Paris. Les épreuves auront d'ailleurs lieu dans une toute nouvelle piscine, je l'évoquais juste avant, construite pour l'occasion à proximité du Stade de France. Et c'est au même endroit que se dérouleront les épreuves de natation artistique où la France sera engagée dans les deux épreuves, celle en duo et celle par équipe. Afin d'y voir un peu plus clair, je vais laisser la main à Sébastien pour nous présenter ces deux épreuves et leurs spécificités. Merci, Victor. La natation artistique, donc il y a uniquement, 2 épreuves prévues, l'épreuve du duo et l'épreuve par équipe. À savoir que ces 2 épreuves se décomposent, par un programme technique et un programme libre, un petit peu, sur la base du programme court et du programme libre en patinage artistique, par exemple. La grosse différence, c'est que par équipe, il a été rajouté un programme acrobatique cette année pour l'occasion. Donc ce sera jugé sur 3 passages différents dans l'eau pour chaque équipe. À savoir que ce sont des équipes de 8 qui seront sélectionnées et que la France, va faire son retour sur la compétition par équipe qu'elle n'a plus disputée depuis, les Jeux olympiques de Sydney, figurez-vous. Merci à toi. Mais pour la première fois, tu l'as évoqué donc
Alors, tu as parlé de l'ajout du programme acrobatique dans l'épreuve par équipe, mais il y a une autre nouveauté cette année, c'est que les hommes auront la possibilité de participer aux Jeux olympiques avec 2 nageurs au maximum dans l'épreuve, par équipe. Côté français, on aurait pu penser éventuellement à Quentin Rakoto-Malala, 21 ans et médaillé de bronze du solo libre, c'était à Rome, au championnat d'Europe il y a 2 ans. Il ne fera pas partie de la délégation puisqu'elle a été officialisée. Cette délégation, elle comporte des noms habituels dans le monde de la natation artistique, comme les sœurs Tremble, comme Eve Planex ou je crois Anastasia Bayandina. Un mot peut-être sur les autres Françaises engagées. Tu les as peut-être sous les yeux. Oui, je vais répondre à tes 2 questions, je les ai sous les yeux. Donc, Anastasia Baindina et Eve Planex seront les 2 qui composeront le duo et elles feront également partie de l'équipe libre, donc de l'épreuve par équipe avec Laëlys Selvalez, les 2 sœurs Tremble, Charlotte Tremble et Aurora Tremble qui faisaient le duo, elles, aux Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que Romane Lunel, Ambre Esnault et Laura Gonzalez. Pour, rebondir ce que tu disais sur Quentin Akoto-Malala, qui d'ailleurs, aujourd'hui même a décroché la médaille de bronze une nouvelle fois aux championnats d'Europe sur l'épreuve libre. Il y a 2 ans, c'était sur l'épreuve technique. Il est vrai qu'il aurait pu intégrer, l'équipe, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ils ont laissé cette possibilité-là, ce qui est une bonne option, je pense. C'est bien qu'il ait laissé à la diligence des équipes. C'est tout nouveau pour les hommes, la natation artistique. Quentin Rakoto-Malala est un bon nageur, on l'a vu, double médaillé européen, qui n'a certainement pas encore l'habitude d'évoluer dans un ballet, qui est quelque chose de vraiment très particulier, très technique. Et je pense que c'est pour l'instant une bonne décision de ne pas l'avoir intégré pour cela. Merci pour ton expertise affinée. J'ai 2 questions pour rebondir sur ce que tu dis. Peut-être que tu as la réponse. Est-ce que tu sais pourquoi on a changé de duo par rapport à Tokyo? Ma première question. Et la deuxième, on parlait des hommes. Est-ce que tu sais s'il y a des équipes qui vont en aligner? La France a fait le choix donc de ne pas aligner de garçons, mais est-ce que on a déjà des collectifs qui ont l'habitude d'en aligner sur le ballet à 8? Alors pour ce qui est des sœurs Tremble donc, qui composaient le duo à Tokyo, elles ont pris à l'époque une 8e place, qui était très honorable, hein, mais je pense que c'était leur maximum. Heu, Eve Planex est la figure actuelle de la natation artistique en France. Ça semblait logique qu'elle fasse partie du duo et qu'elle fasse donc les 2 épreuves. Je ne sais pas exactement, comment s'est passé le choix de sa partenaire. Sans doute qu'elle a influé un petit peu là-dedans, je pense, mais ce serait pas plus mal d'avoir, un duo vraiment symbiosé pour participer à cela. En ce qui concerne ta deuxième question, non, je ne sais pas encore si on n'a pas j'ai pas encore tous les effectifs officiels. Je ne sais pas s'il y a des équipes qui vont se risquer à ça, pour évidemment les mêmes raisons que j'ai invoquées pour l'équipe de France tiennent aussi. Même si, par exemple, l'Italie et l'Angleterre disposent d'un champion d'Europe, est-ce qu'elles vont oser l'intégrer à un collectif qui, pour la plupart, travaille depuis des années ensemble? Je pense que, la décision d'intégrer des hommes dans le ballet a été prise il y a pas longtemps. Ça a peut-être un peu pris tout le monde de court. Ça serait peut-être, vouloir faire un effet de mode que de l'intégrer maintenant. Pour les compétitions futures, je pense que tout le monde y pensera. Pour celle-là, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui prenne le risque. Merci, bah, on verra ça, on suivra ça de près tout de même. A priori, la probabilité pour la France d'obtenir une médaille, elle est très faible, hein, même si la progression du ballet est notable avec un titre et une médaille de bronze aux Jeux européens il y a tout juste un an. Est-ce que c'est l'épreuve sur laquelle tu les vois donc davantage performer ou c'est 50-50? Non, je pense que c'est vraiment 50-50. On a une équipe qui est vraiment quand même en progression par rapport à ce qu'on a pu voir. Je pense personnellement que le duo terminera plus haut que ce qu'ont fait les sœurs Tremble à Tokyo, savoir la 8e place. Je pense qu'il y a les moyens de terminer à la 6e, 5e place sans problème. Et également pour, le ballet, donc c'est un retour, comme je le disais. C'est l'occasion parfaite pour les filles de se confronter vraiment au très, très haut niveau. À mon avis, une place dans le top 8 serait déjà une belle récompense. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que le duo a plus de chances de faire une meilleure performance.
J'avais l'impression justement que l'ajout de la routine acrobatique était pourtant à l'avantage des Bleus sur l'épreuve par équipe, puisqu'elles ont été médaillées d'or aux Jeux européens l'été dernier et cinquième aux mondiaux en 2023. Pour toi, ça peut justement, enfin, ça peut pas faire basculer la balance d'un côté? Pas assez, je pense. L'ajout de la routine acrobatique, je pense que ça a été très pris en compte au niveau des mondiaux justement. L'attrait de la nouveauté, forcément, on est la natation artistique a longtemps eu la réputation d'être une, discipline un peu sclérosée au niveau des notes, vraiment et je pense que c'est pour ça qu'ils ont ajouté cette routine artistique pour casser un petit peu, cette histoire. Vraiment donner plus de chance à plus d'équipes peut-être moins techniques, que d'autres, d'avoir une chance de figurer, au très haut niveau. Maintenant, je pense que l'effet sera atténué au niveau des notations, pendant les jeux olympiques, heu, cette année. En tout cas pour cette fois. C'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs plus facilement par la suite, mais pas pour cette édition. Je pense que, dans l'absolu, tu as raison. C'est certainement une bonne chose pour l'équipe de France qui a ajouté cette routine, mais, il y a peut-être encore un petit peu trop de limitations sur le plan technique pour que ça compense vraiment la perte. Merci beaucoup Seb. Et pour finir, il est temps d'évoquer le tir à l'arc, dont la dernière médaille française remonte à 2016. À l'époque, Jean-Charles Valadon remportait l'argent dans l'épreuve individuelle. 8 ans après, le vétéran français est toujours là, fort d'un palmarès impressionnant, quadruple vainqueur de Coupe du Monde, champion du monde en individuel en 2012 et donc vice-champion olympique. Il devrait, selon toute vraisemblance, à 35 ans, disputer ses quatrièmes Jeux après 2008, 2016 et 2020, enfin 2021 avec le Covid. À ses côtés, une délégation qui n'a pas encore été officialisée, mais plus jeune et tout de même expérimentée. Maxime, je te laisse l'honneur de les présenter. Oui, donc du coup, aux côtés de Jean-Charles Valadon, qui sera le chef de file vraiment de cette délégation, bah, de par son palmarès et à son expérience. On va donc avoir Thomas Chiro, qui a également eu une expérience olympique, vu qu'il était présent aux Jeux Olympiques de Tokyo déjà, et qui est sur le circuit mondial déjà depuis plusieurs années. Et ensuite, pour la troisième place, du coup, on aura sans aucun doute Baptiste Hadis qui complétera la sélection du haut de ses 17 ans. Il a déjà prouvé ces derniers mois que c'était un énorme espoir du tir à l'arc français. Et il a, semble-t-il, gagné sa place, donc au détriment de Nicolas Bernardi, du coup, qui est le quatrième membre de l'équipe et qui sera sans doute celui qui sera coté lorsque la sélection tombera. Au classement mondial, les trois hommes se tiennent donc entre la 16e et la 18e place mondiale, tandis que chez les femmes, Lisa Barbelin est 11e, Caroline Lopez et Mélanie Gobil sont plus loin, 36e et 71e, et Amélie Cordeau est 117e. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce classement ou finalement il est pas forcément fiable sur une compétition le jour J avec tout l'enjeu d'une médaille olympique? Ah, mais c'est clair que le jour J, du coup, le classement a peu d'importance. Après, on peut toujours lui apporter une certaine valeur, du coup, vu que ça prend quand même en compte les résultats passés. Mais c'est sûr qu'ensuite, oui, si chez les hommes, du coup, on a les trois premiers qui sont tous classés dans le top 20, chez les femmes, en dehors de Lisa Barbelin, du coup, qui est classée 11e, il faut aller chercher beaucoup plus loin dans le reste du classement. Les résultats acquis cette saison, par les Français évidemment, semblent confirmer qu'ils ne seront pas favoris à Paris, mais se présenteront surtout dans la peau d'outsiders. Quelques résultats en pagaille, Jean-Charles Valadon est médaillé de bronze au championnat d'Europe, c'était il y a quelques semaines en Allemagne, et c'est un top 8 également en deux Coupes du Monde en 2024. Baptiste Hadis a été battu par Jean-Charles Valadon pour le gain de la médaille de bronze sur ces championnats d'Europe. Lui, c'est un top 5 en deux Coupes du Monde, toujours en 2024. Thomas Chiro, c'est une quatrième place du côté de Shanghai en Coupe du Monde. Et Lisa Barbelin, c'est également une médaille de bronze au championnat d'Europe cette année. Est-ce que tu vois l'un d'eux capable de créer la surprise? Alors dans le tournoi individuel, du coup, ce sera très compliqué d'aller chercher ne serait-ce qu'une médaille. Après, voilà, si on devait miser sur quelqu'un, ce serait bah, naturellement chez les hommes sur Jean-Charles Valadon et chez les femmes sur Lisa Barbelin, vu que du coup, ce sont vraiment les deux plus expérimentés, les deux chefs de file de la sélection qui ont déjà obtenu de gros résultats en individuel.
contrairement à tous leurs autres camarades qui, du coup, n'ont pas encore franchi ce cap qui peut les mener sur des podiums mondiaux. Et je parlais du jour J. Il me semble justement que non, en fait, les épreuves, elles se déroulent sur plusieurs jours. Tu peux peut-être dire un mot sur le format olympique. On n'en a pas parlé, mais ça paraît judicieux de l'évoquer. Les épreuves individuelles, il y a 64 archers. Dans le premier tour qualificatif, ils vont chacun tirer 72 flèches, pardon, et le score obtenu déterminera leur place dans le tableau final avant d'aller sur les matchs à élimination directe. Et sur les matchs à élimination directe, chaque archer tire 5 volées de 3 flèches de manière alternée. Chaque volée remportée équivaut à 2 points. En cas d'égalité sur la volée, 1 point. Et le premier à 5 points remporte le match. Si jamais arrivé à 5 volées, il y a toujours une égalité, les archers tirent une flèche lors d'un barrage et la flèche la plus proche du centre l'emporte. Par équipe, c'est un petit peu différent. Toutes les nations qui ont 3 archers engagés en individuel concourent dans les finales par équipe, qui commencent en huitième des finales. Là, on va venir additionner le score de chaque archer, sachant que les matchs comportent 4 volées de 6 flèches, chaque archer tirant 2 flèches par volée. Et depuis Tokyo, il me semble, arrêtez-moi si je dis une bêtise, sur l'épreuve mixte, l'équipe est composée d'un homme et d'une femme. On va prendre les 16 meilleures équipes sur le classement des tours de qualif des épreuves individuelles. Les 4 premières sont exemptées de premier tour et ensuite, chaque match comporte 4 volées de 6 flèches, 2 points par volée gagnée aussi, et il faut aller jusque 5 points. Voilà pour le format olympique. Merci Lucas. Un mot rapide sur la sélection. J'avais évoqué le classement mondial de Caroline Lopez, Mélanie Gobil et Amélie Cordo. Est-ce qu'on a des informations sur l'avancée de la sélection olympique? Du coup, les sélections, enfin les présélections du coup des 4 archers et 4 archères avaient été effectuées en janvier dernier lors d'un tournoi interne avec de mémoire entre 6 et 8 archers et archères. Donc les 4 ont été sélectionnés à ce moment-là. Et donc du côté des femmes, aux côtés de Lisa Barbelin, on retrouve donc Caroline Lopez qui est l'autre incontournable de cette sélection qui a fait partie des conquêtes de vice-championne du monde l'année dernière et également du titre de championne d'Europe à la mi-mai en Allemagne. Et pour compléter la sélection, du coup, la dernière place va se jouer entre la toute jeune Amélie Cordo qui a 18 ans et Victoria Sébastien du haut de ses 20 ans. Donc 2 filles pour l'Euro, donc c'est très difficile de déterminer à l'heure actuelle qui sera dans la sélection, même si on peut imaginer que Amélie Cordo a un peu d'avance du fait de sa présence dans l'équipe qui a été championne d'Europe il y a un mois. Il n'y a pas d'épreuve qui est prévue pour les départager, comme ça peut être le cas sur d'autres sports, ou on n'en sait rien pour l'instant? Ou c'est Non, au libre arbitre normalement, non, de... il y a rien de prévu dans ce sens-là, oui. Ce sera vraiment une D'accord, décision qui sera effectuée sans doute dans les prochains jours. d'accord. On parlait brièvement Enfin, Lucas nous présentait les formats par équipe qui étaient un petit peu différents. Finalement, est-ce qu'on peut pas se demander si la meilleure chance française ne repose pas sur ces compétitions par équipe? D'une part parce que les Bleus présentent une belle densité et de l'autre car la route vers les matchs aux médailles est plus rapide, hein. Il y a moins de tours donc forcément on grimpe plus vite dans le tableau final. Euh, sur quelle équipe vous miseriez, les hommes, les femmes ou même l'équipe mixte? De mon côté, je pencherais plutôt pour l'équipe féminine, parce qu'en ce qui concerne l'équipe masculine, on a quand même une très grosse densité, donc même si on a 3 archers très bien placés, un collectif qui tourne bien, on a par exemple la Corée du Sud qui va se ramener avec 3 hommes positionnés dans le top 10, aussi les Américains, donc ça s'annonce très très compliqué. Par contre, pour les femmes, je me dis qu'il va peut-être y avoir peut-être plus une ouverture, vu que le collectif me semble mieux en place. Et même s'il va y avoir le danger allemand, toujours la Corée du Sud également, la Chine à surveiller, je miserais peut-être plus une pièce de ce côté-là. Et en ce qui concerne les équipes mixtes, pourquoi pas aussi Barbelin et Valadon, avec leur expérience, leur habitude de briller dans les grands championnats, même si là encore, du coup, ce sera plus en qualité d'outsider que de favori. C'est intéressant parce que on a donc trois archers dans le top 15, enfin dans le top 20 chez les messieurs, et toi tu vois quand même les femmes présenter une meilleure
probabilité pour décrocher un podium ou en tout cas aller loin dans la compétition. Ça voudrait dire, si je comprends bien ton propos, que finalement dans les équipes féminines, outre la France, on retrouve une densité moins forte que chez les équipes masculines. Tu évoquais le cas par exemple des Sud-Coréens et une autre équipe qui ne me revient plus. C'est bien comme ça qu'il faut interpréter l'analyse des compétitions par équipe? Alors c'est plus l'analyse, oui, que j'en aurais fait personnellement. Bon après voilà, comme je disais, du coup dans les 2 sens, ce sera avec le statut d'outsider qu'on partira. Mais vraiment mon feeling ce serait plus, oui, se dirigerait plus, oui, du côté de l'équipe féminine. Où justement avec Barbelin et Lopez, on a 2 filles qui excellent vraiment dans justement dans ce type de compétition par équipe, qui sont vraiment excellentes. Et voilà, avec l'addition d'Amélie Cordo ou Victoria Sébastien qui, depuis plusieurs mois, tournent dans cette équipe. Là, par exemple, toutes les dernières compétitions qui ont été faites ces derniers mois depuis les sélections effectuées en janvier, à chaque fois, elles ont tourné en fonction des compétitions. Et à chaque fois, les résultats ont été plus ou moins là, avec au final des petits podiums, ou alors l'équipe est toujours positionnée 4, 5, 6. Donc voilà, c'est pour ça que je miserais plutôt sur elle. 4, 5, 6, et ben on espère les voir justement grappiller une marche encore une fois face à un public qui sera a priori acquis à leur cause. Nous arrivons ainsi au terme de cet épisode. Nous espérons que vous en avez appris davantage sur les 5 sports que nous venons d'évoquer. De notre côté, nous prenons toujours beaucoup de plaisir à vous faire découvrir chaque semaine les sports au programme olympique. La semaine prochaine, c'est un très gros programme qui nous attend puisque nous parlerons gymnastique artistique, basketball, boxe et canoë-kayak aussi bien en sprint qu'en slalom. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous lire sur le site internet dicodusport.fr. Nous vous souhaitons une belle semaine. À très vite.